TV a un EWA, Télévision Africa Umoja Ewa panafricain, votre fenêtre sur l'actualité panafricaine, je suis Wassa Ewa. Voici ce dont nous allons parler aujourd'hui. Le Niger pousse la coordonnatrice de l'ONU au départ. Washington qualifie la prise de pouvoir des militaires au Niger de coup d'État et coupe son aide. Niger, départ des forces françaises en direction du Tchad. Génocide au Rwanda, des victimes veulent faire condamner l'État français pour « faute ». Médias israéliens, Washington œuvre à l'établissement d'un couloir humanitaire entre Gaza et l'Égypte. Madagascar présidentielle, démarrage de la campagne électorale sur fond de tensions politiques. Les autorités au Niger ont donné 72 heures à la coordinatrice de l'ONU, Louise Aubin, pour quitter le territoire. Niamey motive sa décision par des entraves mises en place par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en vue de contrarier la participation du Niger à la 78e Assemblée générale de l'organisation qui a eu lieu en septembre à New York. Le gouvernement avait déjà dénoncé des agissements perfides du patron de l'agence onusienne. Niamey avait envoyé son nouveau ministre des Affaires étrangères, qui était avant le coup d'État le représentant du pays à l'ONU. Cette décision intervient alors que la France a entamé le retrait de ses bases militaires du sol nigérien. Les États-Unis ont formellement qualifié mardi la prise de pouvoir des militaires au Niger cet été de coup d'État et annoncé en conséquence la suppression de quelques 500 millions de dollars d'aide économique. Le 26 juillet, les militaires avaient déposé et détenu le président élu, Mohamed Bazoum, un partenaire des Occidentaux dans la lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Toute reprise de l'aide américaine nécessitera des mesures de la part du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour ramener une gouvernance démocratique dans un délai rapide et crédible, a déclaré le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, en référence aux putschistes également connus sous l'acronyme CNSP. Les États-Unis, comme les pays de l'Afrique de l'Ouest et la France, ont exhorté l'armée à rétablir Mohamed Bazoum à son poste, sans succès. Nous prenons cette mesure parce qu'au cours des 2 derniers mois, nous avons épuisé toutes les voies disponibles pour préserver l'ordre constitutionnel au Niger, a dit à des journalistes un haut responsable américain. Il a précisé que selon leurs propres règles, les nouveaux dirigeants devaient rétablir un pouvoir civil et démocratique dans les 90 à 120 jours. Au fil du temps, il est devenu clair que les responsables du CNSP ne voulaient pas respecter ces règles constitutionnelles, a-t-il ajouté. Au terme de la loi américaine, la désignation d'une prise de pouvoir comme coup d'État signe la fin de l'aide apportée aux pays concernés. Les États-Unis vont en revanche et pour l'instant garder 1 millier d'hommes environ au Niger. Un autre responsable américain a indiqué que ces soldats n'assistaient plus et ne formaient plus activement les forces nigériennes mais continuaient à surveiller la menace djihadiste. Washington garde aussi une base majeure de drones près de la ville d'Agadez. Cette décision intervient au moment où l'armée française a commencé à retirer ses troupes du Niger. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a parlé lundi au téléphone avec Mohamed Bazoum pour réaffirmer son soutien à son retour au pouvoir. Les États-Unis appellent à la libération immédiate de toutes les personnes injustement détenues après la prise de pouvoir militaire, a dit Matthew Miller dans un communiqué sur cet appel. Des soldats français ont quitté leur base au Niger mardi dans un premier convoi terrestre sous escorte locale, en direction du Tchad, a indiqué le régime militaire au pouvoir à Niamey depuis fin juillet. Outre ce départ par voie terrestre, 3 vols spéciaux ont été enregistrés à l'aéroport de Niamey, 2 pour le départ de 97 éléments des forces spéciales, et 1 consacré à la logistique. Le régime qui avait assuré vouloir que ce retrait se fasse, en toute sécurité, précise que le désengagement se poursuivra conformément au calendrier arrêté d'un commun accord par les 2 parties. Le retrait des Français avait rapidement été exigé par les généraux nigériens après leur arrivée au pouvoir et le président français Emmanuel Macron avait annoncé leur départ fin septembre. Environ 1400 soldats et aviateurs français étaient jusqu'ici déployés dans le pays pour lutter contre les djihadistes aux côtés des Nigériens, dont environ 1000 à Niamey et 400 sur 2 bases avancées dans l'ouest, à Oualam et Tabaré-Baré, au cœur de la zone dite des 3 frontières, avec le Mali et le Burkina Faso. Des victimes du génocide des Tutsis au Rwanda et 2 associations ont saisi la justice administrative à Paris dans l'espoir de faire condamner l'État français pour des « fautes » qu'il aurait commises en 1994, a-t-on appris auprès des requérants. La requête, déposée en avril, a été signée d'une vingtaine de victimes ou témoins du génocide et par 2 associations, selon des documents consultés par l'AFP. Selon eux,
Il s'agit de la première action de ce type après plusieurs échecs devant la justice pénale. L'attitude de l'État français de 1990 à 1994 au Rwanda relève d'un système d'erreurs manifestes d'appréciation et de fautes lourdes de services tout aussi systémiques, soutient le représentant des requérants, Philippe Raphaël, cité dans un communiqué. La responsabilité de l'État français doit être engagée pour illégalité, faute, carence fautive, faute de service, faute non dépourvue de tout lien avec le service, notamment parce que l'État n'a pas dénoncé le traité d'assistance militaire de 1975 à un gouvernement rwandais génocidaire, avance la requête. Celle-ci cible Hubert Védrine, l'ancien secrétaire général du palais présidentiel français au moment du génocide, et plusieurs militaires, en particulier l'amiral Jacques Lanxade, chef d'état-major des armées en France en 1994. Ce dernier aurait, selon les requérants, outrepassé ses pouvoirs, et modifié l'équilibre des pouvoirs au profit du militaire. La requête vise également l'opération militaire controversée turquoise lancée par la France en juin 1994 et qui a fait l'objet par la justice pénale en 2022 d'un non-lieu, contesté par les parties civiles. Dans cette enquête, les parties civiles accusaient la France de « complicité de génocide » pour avoir, selon eux, sciemment abandonné pendant 3 jours les civils Tutsis réfugiés dans les collines de Bisesero, laissant se perpétrer le massacre de centaines d'entre eux par les génocidaires, du 27 au 30 juin 1994. Mais selon les magistrats, les investigations n'ont pas établi la participation directe des forces militaires françaises à ces exactions pas plus que leur complicité. La requête administrative s'appuie en outre sur le rapport d'une commission d'historiens, basée sur l'analyse d'archives françaises inédites, qui a conclu aux responsabilités, lourdes et accablantes, de la France et mis en cause le président d'alors François Mitterrand et son entourage, aveuglés idéologiquement. Ce rapport avait toutefois écarté toute complicité de génocide de la France. Selon l'ONU, les massacres au Rwanda ont fait plus de 800 000 morts entre avril et juillet 1994, essentiellement au sein de la minorité Tutsi palestinienne et les ressortissants américains de Gaza, en prévision d'une opération militaire israélienne dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a rapporté la chaîne Kan, affiliée à la Société de radiodiffusion publique israélienne, précisant que l'administration du président Joe Biden est en pourparlers avec d'autres pays pour organiser l'évacuation des civils palestiniens et des ressortissants américains vers l'Égypte, en prévision d'une offensive terrestre israélienne. Cependant, le média n'a pas fourni de plus amples détails sur les Palestiniens qui seront autorisés à quitter la bande de Gaza, ni sur l'endroit où ils s'installeront après leur arrivée sur le territoire égyptien. Je ne peux pas parler au nom des Égyptiens, mais je suis sûr qu'ils accueilleront cette décision, a assuré un responsable de l'ambassade américaine en Israël. Jusqu'à l'heure, l'Égypte n'a donné aucun commentaire officiel à ce sujet. À l'aube du samedi, l'opération militaire, Déluge d'Al-Aqsa, a été lancée contre Israël par le Hamas en collaboration avec d'autres factions palestiniennes à Gaza, en réponse aux attaques continues des forces israéliennes et des colons contre le peuple palestinien, ses biens et ses lieux de culte, et plus particulièrement contre la mosquée Al-Aqsa dans Jérusalem-Est occupée. De son côté, l'armée israélienne a lancé l'opération « Épée de fer » et continue de mener des frappes intensives contre de nombreuses zones de la bande de Gaza, habitée par plus de 2 millions de Palestiniens, qui subissent de conditions de vie détériorées, à cause du blocus israélien en place depuis 2006. La campagne électorale en vue de la présidentielle malgache, dont le premier tour est prévu le 9 novembre prochain, a démarré mardi 10 octobre à Madagascar sur fond de tensions entre camps politiques rivaux. D'un côté, le président sortant Andry Rajoelina, candidat à sa propre succession, et son équipe ont entamé cette première journée de campagne par une séance de prière sur la colline de Mahatazana, à Antananarivo. Le candidat portant le dossard numéro 3 a, par la suite, rallié la partie nord de l'île en vue d'un meeting politique avec ses partisans. Pour le moment, le camp du président sortant est le seul à faire campagne. Nous respectons strictement ce qui est prévu par la Constitution. La loi a fixé que la campagne électorale débute aujourd'hui et nous nous y conformons, rien de plus, martèle Lalassiana Rakoton-Drazafi, ex-ministre de la Culture et de la Communication dans une déclaration à Anadolu. Parmi les figures emblématiques du régime d'Andry Rajoelina, elle a déposé sa démission de son poste de ministre hier, 9 octobre pour faire campagne aux côtés de l'ancien président. Concernant la manifestation des candidats de l'opposition,
elle a affirmé que « aucun texte ne stipule que si les autres candidats boycottent la campagne électorale, l'élection ne pourrait se tenir ». Le collectif des 11 candidats, qui rassemble en majorité des chefs de partis politiques, a décidé, pour sa part, de boycotter la campagne électorale. Ils ont décidé de poursuivre leur manifestation en faisant le tour des quartiers populaires comme Anosib et Andavamamba. Tant que nos revendications ne sont pas satisfaites, nous continuerons. Nous exigeons la recomposition de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, et du gouvernement ainsi que la mise en place d'une cour électorale spéciale, CES, explique Jean-Jacques Ratier-Tison, un des candidats du collectif dans une déclaration à Anadolu. Selon toujours ses explications, il revendique également l'exclusion du candidat Andry Rajoelina de la course présidentielle à cause de son acquisition de la nationalité française. Les candidats du collectif ont effectué une série de marches dans les rues de la capitale depuis le lundi 2 octobre dernier et entendent poursuivre leurs manifestations dans les autres régions du pays. Un seul candidat dénommé Radranirina Sandrison Daniela, qui n'est pas issu d'un parti politique, quant à lui, resté silencieux. Depuis plusieurs jours, le Conseil écuménique des Églises chrétiennes de Madagascar, FFKM, a entamé une médiation en enchaînant les rencontres avec les deux partis mais n'a pas encore débouché vers une entente. Madagascar s'apprête à élire un nouveau président de la République le 9 novembre pour un mandat de 5 ans. 13 candidats ont été officiellement validés par la Haute Cour constitutionnelle. La campagne électorale s'étendra sur une trentaine de jours avant une journée de silence électoral qui précédera le jour du scrutin. Nous mettons un point final à cette édition. Restez connectés à TVA1 EWA, Télévision Africa Umoja Ewa Panafricain, pour les dernières nouvelles. À la prochaine.